Cher Blagnaquais, bonsoir. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de venir chez vous, de venir vous voir. Ce soir, je souhaitais effectivement qu'on puisse renouer sur ce qui est devenu finalement traditionnel, ce live. Bien sûr, j'aurais préféré ne pas venir avec le masque. J'aurais préféré que l'on puisse vous dire ce soir, que je puisse vous dire ce soir, voilà, on va se retrouver un moment. Ce n'est pas le cas, la pandémie est toujours là. Mais ce soir, je voudrais quand même aborder un sujet qui a fait ces derniers temps l'actualité. Ce sujet, c'est le sujet de la sécurité. Alors certains évoquent la question du sentiment. Aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. On n'est pas simplement sur un sentiment d'insécurité. Il y a une réalité de l'insécurité. Alors, la façon de traiter cette question mérite véritablement aujourd'hui que je vienne vous expliquer ce qu'on met en place par rapport à ça. Mais la sécurité, ça n'est pas exclusivement l'affaire de la municipalité, vous le savez même. Fondamentalement, c'est une compétence régalienne de l'État. Et peut-être certaines ou certains d'entre vous l'ont vu, samedi dernier, le nouveau directeur départemental de la sécurité publique a voulu, dans les lignes de la dépêche, dans les colonnes de la dépêche, expliquer la réorganisation de la police nationale. Cette réorganisation de la police nationale, elle passe par la volonté de rapprocher la décision du terrain. Et c'est donc un processus de déconcentration qui se met en place. Cette déconcentration, elle fait que la police va être organisée entre la rive droite et la rive gauche, et que sur ce qui nous concerne, nous allons donc avoir le commissariat du Mirail, Bellefontaine, et puis nous aurons Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, avec véritablement une autonomie dans ce dispositif. Une autonomie, ça veut dire l'ensemble des services de police qui seront présents. Moi, je le dis ici clairement. J'ai souscrit à cette proposition de réorganisation de la police nationale. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça nous conduit à avoir plus de policiers sur le terrain et les premiers effets s'en font sentir, alors que la réorganisation vient à peine d'être mise en place. Le nombre d'interpellations, le nombre de points de deal de drogue sont identifiés avec la BAC, avec les policiers de la sûreté urbaine, avec les brigades de voie publique. Tout ça, effectivement, intervient. Et en l'espace déjà de 2 semaines, on a pu assister à un nombre d'interpellations beaucoup plus important. Et ça me paraît donc aller véritablement dans le bon sens. Mais la police nationale, c'est bien. Il faut que la police municipale vienne accompagner ce qui se passe. Alors comment va-t-on organiser cette police municipale ? Tout d'abord, l'engagement que nous avons pris, que la majorité que j'ai le plaisir et l'honneur de conduire a pris devant vous, ça a été la création d'une brigade canine. La création de cette brigade canine, bien sûr, elle est en route. Elle se met en place. Alors bien sûr, vous le comprenez, il faut recruter des policiers qui soient des policiers spécialisés pour intervenir sur les questions de brigade canine. Il faut donc des maîtres chiens. Il faut aussi préparer et recruter, ou tout au moins pouvoir obtenir les chiens qui peuvent intervenir. Tout ça est en train de se mettre en place et tout ça va donner lieu, bien sûr, à des recrutements importants. Et alors qu'on va être dans un processus, avec la création de la brigade canine, de recrutement important. Pourquoi ? Parce que lorsque nos policiers vont être dehors avec les chiens, il faut qu'on assure aussi leur sécurité par la capacité de visionnage de ce qui se passe. Et donc nous allons aussi renforcer le processus de vidéosurveillance. Nous avons 57 caméras aujourd'hui, nous allons en mettre entre 22 et 25 de plus. Ce qui veut dire que nous allons renforcer très sensiblement le dispositif de vidéosurveillance. Donc ça veut dire que nous allons être sur un quasi-doublement des effectifs de la police municipale. Et naturellement, pour faire tout ça, il faut accueillir ces effectifs. Et donc, nous avons décidé d'affecter les
le terrain qui est très proche du commissariat, puisqu'il jouxte le commissariat, le terrain sur lequel il y avait les logements des gendarmes quand la gendarmerie était logée là. Nous allons sur ce terrain loger à la fois le bâtiment qui accueillera la police municipale, mais nous avons aussi pris un accord avec la direction de la police pour accueillir aussi 80 policiers de la police aux frontières qui seront là, hébergés, et donc nous sommes dans un processus qui est véritablement un processus de construction d'un dispositif de sécurité avec la police nationale, avec la police municipale et au milieu avec la police aux frontières. Donc vous voyez un dispositif qui est un dispositif global. Bien sûr, c'est un budget. C'est un budget qui est de l'ordre de 5 à 600 000 euros. C'est un budget naturellement qui peut être supporté. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent de ce que nous payons aujourd'hui en termes de location pour les bâtiments qui hébergent l'école provisoire de l'aérogare. Or, quand l'école de l'aérogare va être terminée, donc nous n'aurons plus à supporter cette location, et donc c'est un budget qui sera alloué à la mise en œuvre de ce dispositif de la sécurité, de la sûreté pour Blagnac. Ça me paraît essentiel de venir dire ça. Alors bien sûr, dans un processus comme celui-là, nous faisons un effort. Et donc je souhaite, soit avant l'été, soit au tout début de la rentrée, pouvoir signer avec l'État ce que l'on appelle un contrat de sécurité intégré. Le contrat de sécurité intégré, ça veut dire que la ville de Blagnac fait des efforts en matière de renforcement de la sécurité par des recrutements, par l'amélioration de la vidéoprotection, mais ça veut dire qu'en contrepartie, l'État doit aussi faire des efforts. Et la contrepartie, ce serait l'obtention de entre 3 et 5 policiers de plus affectés directement au commissariat de Blagnac. Donc vous le voyez, les choses, il faut le temps de les construire, le temps d'approfondir, d'être sûr que l'on va pouvoir faire les choses avant de les annoncer. On m'a reproché de rien dire. Alors c'est vrai que je n'aime pas parler, faire des effets d'annonce, tant que les choses ne sont pas complètement validées, calées, et qu'on n'a pas la certitude de les réaliser. Aujourd'hui, si je viens ce soir devant vous parler de cela, c'est parce que tout le dispositif que je viens de présenter est un dispositif qui va fonctionner. Alors je vais en profiter peut-être pour répondre à des questions qui m'ont été posées. Valérie Lecomte, elle me dit, voilà, on a aujourd'hui des migrants dans le quartier l'Irak, pourquoi il n'y a pas de caméras de surveillance? Valérie, la mise en place des caméras, ce n'est pas quelque chose qui se décrète comme ça par la ville, il faut une autorisation d'abord du préfet pour pouvoir mettre les caméras, et les caméras n'ont d'intérêt que si elles sont reliées au centre de visionnage. Autrement, on peut effectivement, là aussi, faire de la communication, on va dire on va mettre des caméras, mais ces caméras, si véritablement elles ne sont pas reliées, ça ne sert pas à grand-chose. Bien sûr que l'Irak aura, dans le dispositif que j'ai évoqué, sa surveillance et sa vidéosurveillance. C'est un quartier qui mérite véritablement, lui aussi, d'être doté. Nous travaillerons là-dessus avec les services pour savoir quelle est la meilleure implantation. Eliane ne comprend pas pourquoi le commissariat est fermé la nuit et le week-end. Eh bien, le commissariat de Blagnac, comme le commissariat de Tournefeuille, sont fermés la nuit et le week-end. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient ouverts, en étant fermés. Je m'explique. Pour ouvrir un commissariat, pour prendre une plainte, il faut 3 policiers. On n'avait jamais 3 policiers. On avait le plus souvent 1, parfois 2. Et ce qui a été décidé, ça a été de dire plutôt que de laisser ces policiers dans le commissariat, alors que finalement le commissariat ne peut pas recevoir les citoyens, il vaut mieux que ces policiers soient dans la rue pour assurer la sécurité. Le commissariat de Tournefeuille, comme celui de Blagnac, est fermé la nuit et le week-end. Et donc, les 2 policiers qui étaient à Tournefeuille, les 2 policiers qui étaient à Blagnac, ça fait 4 équipages qui peuvent tourner la nuit pour assurer la sécurité. Fabien Nidarco me dit la police est moins présente. Alors là, je suis obligé, Fabien, de vous contredire un petit peu parce qu'elle est beaucoup plus présente.
Et je peux vous dire en ce moment, les dealers et les jeunes délinquants considèrent qu'elle est véritablement trop présente. Parce que la police est tellement présente qu'elle agace, elle vient interrompre les deals, elle vient effectivement générer un peu de difficultés. Et la contrepartie, c'est que ces délinquants commencent à nous mettre des feux de poubelle, à effectivement essayer de se rebeller. Bien sûr, ce n'est pas pour autant, et au contraire, que les policiers ne seront pas plus présents. Enfin, Bellamé me dit qu'il a été renvoyé sur le commissariat de Toulouse quand il a essayé d'appeler. Je le répète, les appels, c'est le 17. Les appels, c'est le 17. Où que vous soyez, si vous êtes à Colomiers, à Cornebarieux, si vous êtes, pas à Cornebarieux parce qu'ils sont de police, à Cornebarieux, à Toulouse, à Colomiers, à Toulouse, à Tournefeuille, à Blagnac, etc., il faut appeler le 17. Pourquoi ? Parce que les appels à la police doivent être tracés. Il faut que la police nationale puisse en effet se déterminer et que la police nationale puisse tracer l'ensemble des appels. Donc voilà un petit peu tout ce dispositif qui va être mis en place. Alors quel est le calendrier ? Bien sûr, tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce dispositif va se mettre en place progressivement. La première étape, ça va être, d'ici le mois d'octobre, d'avoir un premier équipage avec une brigade canine. Ce ne sera pas l'équipage complet, parce que l'objectif, c'est effectivement d'avoir plusieurs équipages de brigade canine qui travailleront donc de 14h à minuit et qui seront présents notamment sur les lieux de regroupement, de telle sorte que l'on puisse assurer la sécurité de ces lieux de regroupement. Donc le processus que je viens de vous présenter, du point de vue de la police municipale, sera totalement opérationnel au printemps ou au moins à l'été 2022. Si je veux prendre encore plus de précautions, je dirais en septembre 2022. Ça veut dire que nous allons travailler très très vite. Ça veut dire par exemple que nous allons utiliser des dispositifs constructifs extrêmement innovants pour pouvoir faire notre hôtel de police municipale, que nous lançons très vite aussi les recrutements. Derrière les recrutements de policiers, il y a des obligations de formation. Vous le savez, les policiers sont armés. C'est-à-dire qu'un policier que l'on recrute, il faut qu'il ait une formation, un agrément à l'utilisation des armes létales. Voilà, c'est tout ça. Donc, mais ce processus, il est parti, il se met en route. Nous avons travaillé sur les budgets qui permettent de financer cela. Nous sommes en train, vous l'avez compris, de préparer le contrat de sécurité intégrée. Donc tout ce processus, aujourd'hui, se met en place. J'ai eu plein de questions sur la sécurité. Je pense ce soir avoir apporté les réponses aux Blagnacaises et aux Blagnacais qui, naturellement, m'ont fait part de leur inquiétude, de leur volonté de voir les choses bouger en la matière. Aujourd'hui, je leur dis, voilà, on a pris des engagements. Les engagements que nous avons pris seront tenus. Alors j'avais aussi une question qui m'était posée, mais je réponds aussi et j'en profite pour répondre aux questions. Elle est d'une autre nature. Quoique, il s'agit là de parler d'un autre phénomène auquel il faut qu'on soit extrêmement attentif, c'est le phénomène du risque environnemental. Et Pascal Aîné me dit il s'inquiète des actions prises pour lutter contre le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Pascal, vous avez complètement raison. Pascal, aujourd'hui, a un enjeu considérable sur la mise en œuvre de la transition écologique. Il faut que sur cette question-là, nous soyons extrêmement précis, extrêmement présents. Mais il y a aussi un autre phénomène que vous évoquez, qui est celui de la biodiversité. C'est vrai que chaque jour, un certain nombre d'espèces disparaissent. Alors, la biodiversité, c'est bien sûr la faune, c'est aussi la flore.
Donc nous sommes extrêmement sensibles à la question de la biodiversité. Et la preuve, c'est que nous avons déjà, depuis 4 ans, construit un atlas de la biodiversité. C'est quoi un atlas de la biodiversité? L'atlas de la biodiversité, c'est le recensement de ce que sont les éléments singuliers de la flore qui sont sur notre commune, notamment le long des cours d'eau. Mais c'est aussi, bien sûr, au-delà, le travail sur la totalité du recensement de ces animaux qui sont là. Ça veut dire qu'on va recenser aussi bien les serpents, les grenouilles, que toutes les autres espèces d'insectes qui peuvent être présents. Et ce qui est important, c'est de recenser pour générer ou créer ou protéger l'habitat qui va permettre à ces espèces de continuer à exister sur la commune. Et puis, il y a aussi une protection sur la flore. Alors que nous avons, là aussi, à faire très attention à ne pas faire disparaître des plantes, des fleurs, des herbes qui sont présentes sur la commune. Donc, nous sommes, Pascal, là-dessus, extrêmement attachés, comme vous, au maintien de cette biodiversité et bien sûr à la protection de toute cette richesse que nous avons. Une richesse aussi que l'on a parce que nous avons des zones humides. Et il faut qu'on soit attentif à la préservation de ces zones humides. Et là-dessus, on travaille avec le conseil départemental. Comme on travaille aussi avec le conseil départemental dans le cadre, là, pour le coup, d'un retour en termes de culture à ce qu'il y avait dans la plaine maraîchère. Vous le savez, nous avons une véritable démarche aujourd'hui de redonner à cette plaine maraîchère sa vocation originelle. Nous avons déjà acheté près de 60 hectares de terre que nous mettons dans le cadre d'un COMODA à disposition de jeunes maraîchers qui nous font de la production bio. Alors, bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les choses vont avancer, nous aurons la possibilité pour nos enfants de leur faire consommer des légumes bio venus précisément du travail de ces jeunes maraîchers. Donc vous le voyez, nous sommes dans un processus dans lequel il y a une vraie vigilance de notre part sur ces questions. Sur le volet que vous évoquez aussi du dérèglement climatique, bien sûr que tous les efforts doivent être faits. Alors le dérèglement climatique, il passe bien sûr par les émissions de CO2, il passe aussi par un mode de travail. Alors moi je crois qu'il faut qu'on soit effectivement attentif à cela. Ce que je crois, c'est qu'il faut aussi qu'on soit dans une démarche de ce que je vais appeler, moi, l'écologie responsable. Je pense que dans un processus, aujourd'hui, si on ne veut pas décourager et si on veut avancer, il ne faut pas être dans cette écologie radicale où on supprimerait tout. Moi, quand j'entends le maire d'une commune dire « je vais supprimer la viande dans les cantines scolaires », je me dis « mais pourquoi il fait ça ?» Que nous ayons la proposition d'un repas, peut-être 2 repas sans viande pour les enfants, parce que c'est une éducation, parce que pour la santé c'est bon, oui. Mais pourquoi faut-il éradiquer la viande? Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Donc nous sommes là-dessus pour cette écologie que j'appelle l'écologie responsable. Vous avez vu que nous faisons des efforts, la biodiversité, le retour à la nature, etc. Et sur l'économie radicale, je voudrais aussi à un moment dire une chose. On a aujourd'hui l'avion bashing. Il ne faut plus prendre l'avion parce qu'effectivement, l'avion consomme ou produit du CO2 et de nature à modifier ou tout au moins à abîmer la couche d'ozone. Attends. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut aller vers un avion beaucoup plus propre que l'avion d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'aviation est responsable de 2% des effets de dérèglement climatique. Donc, oui, encourageons le passage à l'avion vert, et Airbus travaille là-dessus. Au niveau de la métropole, dans ma responsabilité,
j'encourage aujourd'hui les labos de recherche à se situer sur ce dispositif. Mais il me semble effectivement qu'il faut que là-dessus, on soit dans un processus d'équilibre et non pas dans un processus de brutalité qui peut être contre-productif et décourager ceux qui auraient envie d'aller vers un processus d'écologie. Voilà, j'espère avoir répondu. Bon, il y a le problème de la sécurité, il y a le problème de l'écologie, et puis il y a quand même le problème qu'il faut qu'on continue et qu'on prépare ce qui va se passer après la crise. Et on va le préparer notamment à travers la relance culturelle, parce que la culture doit être un moyen extraordinaire de pouvoir le faire. Et donc, je vais accueillir ce soir, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir pour moi. Moi, je vais là. C'est un vrai plaisir pour moi d'accueillir Lou Broquin. Lou, bonsoir. Merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation. Non, mais merci parce que tu sais, c'est quand même important. Aujourd'hui, j'étais en train de dire, de se dire que la culture, elle va revenir. Oui. Parce que la culture, c'est ce qui va nous permettre de revivre, de rêver. Donc, où tu en es Je pense que j'en suis un peu au même endroit que tout le monde. C'est-à-dire que je suis dans un état un peu flottant en me demandant qu'est-ce qui va advenir de nous. Et je pense que à la compagnie Créature, ce qui est le plus difficile pour nous, c'est la rupture du lien. Puisque quand même le lien, c'est au cœur de notre activité, de notre recherche, et surtout c'est l'essence de notre travail. Je pense que les Blagnaquais se souviennent des irréels qui ont... Voilà, c'est-à-dire que Lou Broquin, ils ne savent peut-être pas, mais par contre, je suis persuadé qu'ils se souviennent tous des irréels, de ce moment extraordinaire et de cette magie. Et qu'est-ce que c'est de plus... Excusez-moi, j'ai un problème de micro, donc on va le régler. Hop. Et là, c'est bon maintenant ? Et là, c'est bon. Du coup, ça, comme ça, on va m'entendre parler, ça sera intéressant. Voilà. Donc, je disais, nous, à la compagnie Créature, il y a une seule chose qui nous intéresse, c'est de pouvoir être en lien avec les spectateurs et de pouvoir offrir au public des moments qui soient hors du quotidien. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons vivre que le quotidien, puisque nous n'avons pas la possibilité de sortir, de rencontrer, d'échanger, de voyager même, puisque ça devient complexe quand même. Et donc, en tant qu'artiste, forcément, dans ce moment de suspension qu'a été le premier confinement, j'ai dû me poser des questions, mais aussi me dire qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste pour proposer quelque chose qui permette au public qui se voit enfermé, puisque là on parle du confinement, dans un état comme ça absolument désastreux, sur le plan humain, c'est quand même très compliqué de réussir à surmonter ça. Et je me suis dit, moi j'ai envie d'aller à la rencontre du public et de demander aux gens de quoi ils rêvent. Qu'est-ce que c'est leur projection sur l'avenir ? Parce que tout d'un coup, le futur ne devenait plus possible. Je veux dire, encore aujourd'hui, on a quand même énormément de difficultés à imaginer quelle va être la suite. Et au lieu de rester là à se questionner sur quelle va être la suite, inventons-la. Inventons-la ensemble. C'est comme ça qu'est né le fameux projet N'oublie pas ce que tu veux, qui est un projet que nous allons porter ensemble. Tout à fait. Avec Cisart aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, la ville, avec Créature, avec Cisart, on a dit, voilà, ça a été l'invitation. Et moi, je ne pouvais pas ne pas être à vos côtés par rapport à ça. C'était merveilleux déjà. Ouais, et puis je crois que c'est important aussi qu'on se rassemble. Alors, bien évidemment, toujours dans le respect des gestes barrières avec intelligence, mais qu'on retrouve du lien. Et je crois que Blagnac est vraiment un territoire où le lien est primordial. On sait qu'on aime que les gens se rencontrent et puissent échanger ensemble. Donc, n'oublie pas ce que tu veux, c'est vraiment proposer à la population de devenir acteur d'un projet dont l'essence est leur volonté, leur souhait pour l'avenir. Je pense que quand on écoute Lou, on se dit quand même que ça va matcher. Bon, Lou, tu le sais, on va être toujours aux côtés de Créature. Est-ce que, au-delà de cette opération, est-ce qu'après les irréels, après le reste, qu'est-ce qu'il y a dans cette tête-là qui bouillonne pour plus tard ? En fait, je suis en train de travailler sur un projet qui va s'appeler « J'entends battre son cœur »,
qui est une proposition assez particulière où j'invite les spectateurs à venir séjourner dans l'intérieur d'un corps humain. Voilà, donc c'est une nouvelle proposition. J'en dis pas plus parce que c'est vraiment au tout début, mais c'est encore une fois permettre aux spectateurs d'avoir un lien complètement intime et particulier à l'œuvre et au spectacle. Voilà. Voilà, bon, je pense que, je le disais tout à l'heure, hein, beaucoup de Blagnacaises et de Blagnacais ont pu rentrer dans le rêve. Ouais. Rentrer dans le rêve. Et moi, je me souviens, j'ai amené mes petits-enfants autour de l'église. Et alors, ça a été extraordinaire. C'était le partage à un moment entre « Oh là là, j'ai un peu peur » et puis « C'est merveilleux, c'est extraordinaire ». Ils m'ont fait faire le tour 2 fois. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est important. Dans tous les cas, la culture, on a besoin d'y revenir. On a besoin d'artistes comme toi. On a besoin de compagnies comme Créature pour y arriver. Et moi, ce que je voudrais dire aussi aux Blagnacaises et aux Blagnacais, c'est voilà, cette capacité de mêler les arts de la rue avec le travail qui est fait par Lou sur Créature. Ça aussi, c'est important de travailler avec les autres. La transversalité, la rencontre, c'est ce qui est au cœur de nos vies, je crois. Voilà. Alors, je crois que tu as travaillé. Oui, c'est ça, j'ai du travail qui m'attend. Et donc, voilà, dans Lou, on ne va pas pouvoir la garder, je le regrette. Merci dans beaucoup. tous les cas, merci. Merci d'avoir accepté de dire aux Blagnacaises et aux Blagnacais ce qui est fait, et puis leur dire, voilà, on sait que bientôt, on va pouvoir se retrouver et puis à nouveau assister au spectacle culturel. Merci beaucoup. Bon courage à tous. Merci. Est-ce que j'ai des questions ? Non. Oh là là. Alors, j'ai effectivement une question autour, mais j'en avais déjà une autre, autour du Festival des Lanternes. Et donc, Jérôme Favreau aussi m'a posé cette question. Bon, alors, bien sûr, j'avais dit, quand j'ai annoncé que Blagnac était prêt à accueillir le Festival des Lanternes, j'avais dit, pour l'instant, je n'en parle pas davantage parce que ça n'est pas signé. Aujourd'hui, je peux en parler parce que ça y est, c'est signé. Et donc, j'ai pu échanger donc, avec le président du consortium chinois. On a échangé en visio par le biais de son avocat qui a fait ses études en France et donc il parle parfaitement bien le français. Voilà, aujourd'hui, on est prêt à accueillir ce Festival des Lanternes. Alors, bien sûr, il y a des préoccupations que j'entends et que je comprends autour de... mais attention, il y a les riverains, on est dans le parc du Ritouré, bien sûr. Naturellement, le processus dans lequel on est en train de travailler, c'est... il n'est pas envisageable que les visiteurs puissent accéder en proximité dans le quartier en voiture. Pourquoi nous allons travailler d'abord sur l'optimisation de l'utilisation du tramway. La station, elle est à côté, avec des parkings qui sont des parkings de regroupement, qui peuvent être au parc des expositions, qui peuvent être au Zénith, etc. Des navettes pour des parkings qui seraient un peu plus près. Et bien sûr, lorsque nous aurons avancé, nous aurons un travail à faire avec les riverains. Et donc, oui, alors on va essayer d'avancer ensemble. Aujourd'hui, vous le savez, bon, j'ai signé lundi dernier, donc on est en train de préparer les choses. Et dès qu'on aura suffisamment avancé, bien sûr que nous rencontrerons les riverains pour aller leur dire quel est le dispositif, le processus, et puis les écouter aussi. On a besoin de les entendre. Alors j'ai une question aussi sur, voilà, on est sur le secteur sur lequel on va avoir le Festival des Lanternes, on a le nouveau parc des expos, dont le Mythe, on a le stade des 7 deniers, on a l'aéroport. La circulation à Blagnac, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Cela étant, je vais vous dire, oui, le fait qu'on ait cette circulation, c'est aussi la caractéristique d'une dynamique. Moi, au mois de mars, j'aurais souhaité avoir des embouteillages. Quand tout s'est arrêté, quand tout a été paralysé, et je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui des territoires qui aimeraient bien avoir ça. Je crois qu'on ne peut pas tout avoir. Alors à nous d'être, bien sûr, à l'écoute de tout ça, de pouvoir régler les problèmes de circulation, de pouvoir rendre les choses
compatible. Mais en même temps, je crois qu'il faut que l'on ne se plaigne pas d'être sur un territoire comme celui-ci, qui est un territoire qui est porteur de dynamique, qui est aussi celui, vous le savez, hein, moi je ne sais pas ce qui va se passer après la crise sur les problèmes d'emploi, mais on va être très heureux peut-être, et j'espère, de pouvoir reconstruire et reconstituer les emplois que, de toute manière, la crise aura mis par terre. Donc oui, bien sûr, le problème de l'aéroport, le problème de... Mais l'aéroport, 30% du trafic. Quand on voit les effectifs de l'aéroport, il est peut-être temps aussi qu'on retrouve le trafic que l'on avait avant la crise. Voilà, donc, vous voyez, c'est un peu aussi compliqué, un peu nécessaire d'avoir tout ça. Voilà, bon, je vais donc terminer parce qu'on arrive au terme de cet échange, enfin de cette rencontre, puisque je n'ai pas pu échanger beaucoup. Pour vous dire que dans ce contexte, le 20 mars, le carnaval aura lieu. Alors bien sûr, le carnaval, il n'aura pas lieu dans les rues de Blagnac, comme on l'avait avec les 5 ou 6 000 personnes qui étaient présentes avec les enfants, avec toute cette joie, mais somme toute, c'est un carnaval qui va se faire là aussi dans une autre conception, un carnaval, avec la projection d'abord du travail que les enfants ont pu faire dans les écoles et les ALAE, puisqu'on est allé les filmer et on verra le travail qu'ils ont produit. Et puis, bien sûr, la possibilité pour toutes et tous, tous les âges, de nous envoyer les photos de leur déguisement. Le 28 mars, nouveauté, se tiendra le premier marché des chineurs du pays occitan, et il s'appelle Linket. Alors pour les vieilles, les anciens et les anciennes blagnacaises, et moi je l'ai connu aussi, Linket, c'était le marché aux puces qui était tenu, d'abord c'était au tout début à Arnaud Bernard, et puis après ça s'est déplacé autour de l'église Saint-Cernin. Et voilà, c'était le marché aux puces, et parfois c'était sur les boulevards aussi. Donc là, il y aura un marché aux puces. Donc ça va s'appeler Linket et ça se tiendra de 8h à 18h le dimanche 28 mars. Et puis du 16 au 24 avril, nous aurons la semaine de la jeunesse. Là aussi, c'est des choses à construire en fonction de ce que de ce que seront les mesures qui seront prises. On adaptera les choses. Voilà. Merci à celles et ceux qui ont suivi cette rencontre, ce live. C'était pour moi un grand plaisir de vous retrouver, de revenir devant vous. Et puis, on se reverra le mois prochain, puisqu'on va reprendre le rythme de nos rencontres mensuelles sous ce format. Je vous souhaite bien sûr une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.